Regardez notre forêt demain avec France Bois Forêt. Ensemble pour une forêt durable et du bois responsable. Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Notre Forêt demain. Je vous emmène explorer les richesses des forêts franciliennes et c'est à 30 km de la capitale que nous nous rendrons dans la forêt domaniale de Versailles. Couvrant plus de 1000 hectares, elle est peuplée principalement de chênes, mais ces dernières années, c'est le châtaignier, une autre essence très présente, qui fait l'objet de toutes les attentions car nombreuses sont atteints par la maladie de l'encre, un pathogène microscopique favorisé par le changement climatique. Place ensuite à la construction bois. Léger, durable, renouvelable et peu consommateur d'énergie, le bois est aussi le seul matériau qui stocke durablement le carbone. Nous irons visiter l'une des plus hautes constructions en bois au monde, dans le 13e arrondissement de Paris. Comment les nouvelles technologies peuvent-elles venir en aide aux forestiers ? C'est ce que nous vous ferons découvrir avec un incroyable exosquelette. À mi-chemin entre le travail manuel et le travail mécanisé, il pourrait permettre aux bûcherons d'accomplir leur travail de manière plus sûre et efficace, tout en réduisant la fatigue et les blessures. Et puis à Pantin, nous nous pencherons sur le rôle des arbres en ville. Vous verrez qu'ils ne sont pas seulement des éléments de décor, mais plutôt de véritables super-héros qui purifient l'air et offrent des îlots de fraîcheur essentiels en période de canicule. Quelles essences faut-il favoriser ? Comment faut-il les planter pour optimiser leurs vertus ? C'est ce que vous découvrirez dans quelques instants. Les arbres sont des alliés de taille pour lutter contre le changement climatique. Pendant leur croissance, ils contribuent à la séquestration et à la fixation du CO2, principal gaz à effet de serre. Hors des forêts, lorsqu'ils sont plantés en ville, ils participent également au rafraîchissement de l'air ambiant et aident à lutter efficacement contre les canicules dans les îlots de chaleur. C'est ce dont nous allons parler avec Bruno Mailleux. Il est expert forestier, spécialiste en conseil arboricole urbain. Bonjour Bruno. Bonjour Stéphane. Ravi de vous rencontrer. Enchanté que vous soyez ici aujourd'hui à Pantin. Super en tout cas d'aborder ce chapitre parce que, bon, vous le savez, depuis quelques mois maintenant, nous sillonnons les forêts françaises, on en a visité quelques-unes du nord au sud. On a rarement fait des forêts en plein centre-ville. Est-ce qu'on parle d'ailleurs de taches de verdure dans un tissu urbain ou de forêt urbaine ? C'est difficile de parler de forêt urbaine parce que la dimension d'une forêt, c'est un grand espace couvert d'arbres. Ici, l'espace est quand même plus restreint. En forêt, on va parler de capital forestier. Ici, on va parler de patrimoine arboré. Bon, on peut parler de capitale dans la capitale aujourd'hui. Parce que je ne vous cache pas que nous avons quand même passé quelques épisodes de canicule ces dernières années. Et moi, il y avait une première chose que je faisais, je cherchais un arbre pour me mettre à l'ombre finalement, chercher un peu de fraîcheur. Est-ce que c'est ce que l'on va chercher aussi lorsqu'on décide d'implanter des arbres en ville ? Aujourd'hui, si on est là et si je vous ai emmené à Pantin, c'est vraiment pour parler de cette problématique de réchauffement climatique. Aujourd'hui, on le sait, il y a un réchauffement de 1,1 aujourd'hui et on sait qu'en ville, c'est 1,7. Donc 57% plus important de réchauffement en ville. Il y a deux mots très nouveaux qui arrivent de plus en plus, c'est l'îlot de chaleur. Oui. Donc ça, c'est véritablement une problématique en ville, c'est-à-dire que les matériaux captent la chaleur et la nuit, ils la rejettent. Ce qui fait que ça refroidit peu la nuit. Est-ce que ça veut dire que ce sont dans ces îlots de chaleur que l'on va prioriser finalement l'implantation d'arbres et de végétation ? Exactement. Pour lutter contre ces îlots de chaleur, on a plusieurs moyens, mais un moyen important, c'est la trame verte, c'est les arbres, c'est la canopée. Et c'est le deuxième mot qui vient aujourd'hui, c'est l'indice de canopée, c'est-à-dire la surface de couverture au sol de la projection des couronnes. Est-ce qu'un arbre en ville séquestre autant de CO2 qu'un arbre en forêt ? Non. Moins ? Oui, moins. Alors pour plusieurs raisons. La première, morphologique.
Un arbre en ville est beaucoup plus petit. La moyenne d'un arbre en ville, c'est 25 cm sur 10 mètres de hauteur maximum. En forêt, sur un arbre dans une forêt de chêne, la moyenne va être 30, c'est déjà un peu plus grand, mais c'est pas loin. Mais par contre, la hauteur, c'est 25 mètres. Donc les arbres sont plus grands en forêt. Ça, déjà, c'est la première chose. La deuxième chose extrêmement importante, en ville, la durée de vie est quand même bien moins importante qu'en forêt. D'accord. En forêt, un arbre qui a ce 30 de diamètre dont je te parle, il doit avoir à peu près 75 ans. En ville, on pense que l'espérance de maintien, c'est entre 12, tu as bien entendu, 12 ans. C'est pas la même chose. Et 70 ans. Si je pars de ce constat que la durée de vie d'un arbre en ville est moindre que celle en forêt, on va aller chercher au moment de l'implantation des essences plus robustes, des costauds, j'ai envie de dire, ceux qui sont capables de se battre pour essayer de s'en sortir. Exactement, voilà. Donc on va chercher vraiment des essences solides. Aujourd'hui en ville, on travaille essentiellement avec les érables, les tilleuls et les prunus, mais on implante de plus en plus de nouvelles essences. Alors Bruno, vous êtes expert forestier. Bon, j'ai envie de dire, en forêt, expert forestier, ça paraît logique. Mais lorsque l'on est en ville, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait appel à un expert forestier? Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que vous êtes de plus en plus sollicité par les collectivités, par les mairies. Qu'est-ce qu'on vous demande? Ce sont des conseils? C'est un suivi? C'est quoi exactement? L'expert forestier vient aider les communes. On vient leur expliquer ce qu'ils ont. Donc, d'abord, qu'ils connaissent leur patrimoine. Comment il est constitué, combien d'essences, quel est l'indice de canopée aujourd'hui, quel est l'état physiologique, mécanique des arbres. On va venir ausculter un arbre à 3 niveaux. D'abord la couronne, pour voir si la vitalité, les feuilles, s'il y a beaucoup de feuilles, s'il est en pleine forme. Et puis on va regarder aussi à 2e niveau le tronc. Comment on peut savoir s'il est en bonne santé? On voit rien, mais peut-être qu'il y a une cavité interne, on va taper dessus. Quand on détecte une problématique, une résonance qui fait tam-tam, dans ces cas-là, on peut utiliser un résistographe qui va nous permettre de sonder l'intérieur et de mesurer la quantité de bois sain. Donc tout simplement, on va faire rentrer une mèche comme ça et regarder l'intérieur du bois. La chose importante aussi qu'on vient faire en ville, c'est la sécurité. Et ils nous appellent pour aussi savoir si cet arbre est solide, s'il n'y a pas une branche qui risque de tomber sur le banc qui est à côté. Donc là, on doit être des spécialistes de la biomécanique, comment fonctionne le vent, etc. Alors, reparlons de l'arbre en lui-même, parce qu'il y a des contraintes. Bien sûr, au moment où on implante cet arbre, il faut connaître le sol, il faut savoir s'il va pouvoir à un moment donné s'épanouir, il faut choisir la bonne essence, savoir effectivement quel diamètre il va devoir avoir au moment de sa croissance, s'il aura tous les éléments pour croître normalement ou pas, quoi. Ouais, c'est pas le même travail en forêt qu'en ville. On a des contraintes beaucoup plus fortes en ville, en fait. Et donc, il faut savoir exactement quelle hauteur il va atteindre. À l'âge adulte, comment sera sa couronne? Est-ce que ce sera une couronne très développée? Et comme on a des contraintes de façade, de route, hormis les parcs où là on a moins de contraintes, eh bien il faut savoir quel arbre on va choisir et planter l'arbre au bon endroit. Vous m'avez parlé tout à l'heure de quelques essences. Vous m'avez cité l'érable, le prunier, le tilleul. Ce sont toujours plus ou moins les mêmes essences qui sont choisies lorsqu'on décide de les implanter comme ça en ville? Non. Alors tout comme en forêt, on essaye de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Oui. Alors là, c'est clair qu'en ville, on a une palette beaucoup plus grande. En forêt, on a peut-être à peu près 30 genres. En ville, c'est au moins 100 genres. Cette connaissance supplémentaire que vous devez avoir en tant que forestier urbain, j'adore ce titre, moi, forestier urbain, est-ce que c'est dû aussi à une volonté de transmission supérieure que l'on peut avoir en ville plutôt qu'en forêt? Oui, absolument. Je crois qu'aujourd'hui, les services techniques, par exemple, d'une ville, doivent rendre des comptes aux citoyens, à ceux qui habitent la ville. On doit leur expliquer pourquoi on fait tel et tel type de gestion. Vous êtes souvent questionné là-dessus, par la population, justement? Alors aujourd'hui, il n'est pas possible d'abattre un arbre remarquable sans expliquer pourquoi. Sinon, on va avoir un tollé de revendications. Voilà. Les gens veulent connaître leur patrimoine, regarder comment il est, pourquoi on fait comme ça. Donc la ville doit absolument donner des informations. On a parlé tout à l'heure du fait que les arbres choisis pour s'implanter en ville devaient être costauds.
Mais ce qui est important aussi, c'est la connaissance que vous avez sur les essences et la connaissance du sol et des contraintes auxquelles vous êtes confrontés en permanence. Parce que il y a forcément à un moment donné de la place pour les racines. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut en matière d'irrigation? Est-ce qu'il faut rajouter des réseaux? Comment ça se passe exactement? Les sols en eux-mêmes ne sont pas très riches, voire pas riches du tout. Il n'y a pas de vie à l'intérieur. On parle souvent de remblai. Et puis après, tu rajoutes que la ville est vivante, il faut des réseaux, il faut passer du gaz, il faut passer de la fibre. Si on veut des arbres qui durent longtemps, c'est de tenter que le sol soit le mieux aménagé au niveau de l'eau, au niveau de la vie. On a évoqué les îlots de chaleur il y a quelques instants, on a évoqué la nécessité d'avoir justement de la verdure, du végétal en centre-ville. Est-ce que les communes, de manière générale, en ont conscience? Et est-ce que tout le monde essaye d'aller justement dans ce sens de laisser la place un peu à la nature en ville? Oui, ça je crois qu'aujourd'hui on le voit de manière importante. Les gens ont pris conscience que pour lutter contre le réchauffement climatique, l'indice de canopée, cette couverture végétale, sera vraiment un atout très important. Donc aujourd'hui, je dirais que le premier combat, c'est déjà de vivre avec l'existant, de le faire vivre le mieux possible, puis après peut-être de chercher à développer cette canopée. Peut-être pas uniquement sur la collectivité, mais peut-être aussi dans le privé. Inciter, favoriser les propriétés privées à implanter des arbres aussi chez eux. Il va falloir être amené à gérer les priorités, et c'est une priorité. C'est probablement une priorité des années à venir. Merci beaucoup Bruno. Merci. Compris. Après avoir prôné pendant quelques décennies le 100% béton, il est aujourd'hui primordial, pour ne pas dire indispensable, de réfléchir à de nouveaux types de constructions à faibles émissions de carbone. La tour Wood Up, qui s'élève sur 15 étages et culmine à 50 mètres de hauteur, est la première tour en bois conçue à Paris et une des plus grandes dans le monde. Elle concilie à la fois innovation technique et environnementale. Douglas, épicéa, hêtre, multiples sont les essences nécessaires à la construction de cette tour. Elles ont toutes été acheminées par la Seine jusqu'au chantier. Paul Jarquin est promoteur immobilier. Umberto Napolitano est l'architecte en charge du projet. Ils seront nos hôtes pour la visite du chantier. Et donc là, forcément, quand on arrive ici, on est assez impressionné par la vue que vous offrez. Merci dans un premier temps de nous accueillir sur ce chantier. D'abord, on est ravis. Un chantier phénoménal, unique, monumental. Je ne sais pas exactement ce que je dois trouver comme qualificatif pour en parler. En tout cas, c'est une grande première. On peut peut-être redonner quelques chiffres. Il y a combien de niveaux dans la construction? On a 17 niveaux en tout. 17 niveaux en tout. À partir du quai barre. À quelle hauteur en tout? On sera à 50 mètres. Qu'est-ce qu'il y aura exactement dans cette tour? Il y aura quoi? Des bureaux, des logements? Qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est du logement. C'est du logement? Combien d'appartements en tout, à peu près? 132 logements au total. 132 logements. L'espace où nous sommes, là, ce sera quoi? Ce sera différents appartements? Non, l'espace où nous sommes, la chance dans ce projet, c'est qu'on a aussi pu réinventer une manière d'habiter l'immeuble collectif. Oui. Donc ça, c'est un espace commun qui est à la disposition de tous les habitants. Donc, en fait, quelqu'un qui loue ou qui achète dans l'immeuble peut utiliser à sa guise 400 mètres carrés de terrasse commune avec la vue sur Paris. On peut organiser la fête avec les voisins, pour les anniversaires des enfants et tout ça. Faire du sport. Et c'est vraiment l'idée derrière le projet était de comment faire à vivre ensemble et quels sont les instruments que dans le monde, avec le changement climatique, le post-pandémie, on peut réinventer pour faire communauté, en fait. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on est au 8e étage, 8e niveau de cette tour. Pourquoi est-ce que vous avez fait un espace commun au 8e étage plutôt qu'en rez-de-chaussée? C'est une petite anecdote, c'est que déjà, en quelque sorte, il est à moitié de l'immeuble. Oui. Donc, les habitants hauts et les habitants bas ont la même rapidité d'accès et c'est un espace qui correspond à l'ancien Paris. Donc, le Paris haussmannien avait sa toiture était à 28 mètres. Là, on était sur les toits. Exactement. C'est sur les toits parisiens et on se retrouve dans un immeuble de 50 mètres à moitié de l'immeuble. Et le toit de cette tour, qui est encore bien au-dessus, vous allez en faire quoi? C'est un toit jardin avec c'est la même chose, pas seulement un espace collectif, mais en plus un espace qui est fait comme un relais de biodiversité dans lequel finalement on va continuer
cette logique de naturaliser la ville qui aujourd'hui est déjà en place à Paris. Bon, on a déjà parlé un peu de l'art de vivre dans cette tour. Ce sera dans combien de temps d'ailleurs? La livraison est prévue pour quand à peu près? Début 2024. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est rentrer dans l'aspect technique parce que je regarde autour de moi, il y a un pourcentage de béton encore présent dans cette tour. C'est quoi le pourcentage bois-béton à peu près, Umberto? En fait, c'est dans la structure, nous sommes quasiment à 45-50% de bois. Oui. Et ensuite, on a poussé l'utilisation du bois dans tous les endroits où on pouvait l'utiliser, dans la logique manifeste de cet immeuble. Bien Comme sûr. disait Paul, Bien sûr. c'est un immeuble qui a été fortement aussi politiquement voulu pour montrer où est-ce qu'on peut arriver en France aujourd'hui si on essaie de promouvoir la filière bois. Et donc, on arrive à la fin à 70%, y compris les sols, les portes, etc. Une fois que ce sera terminé, 70% de Et bois je dans sa pense, construction. de manière très sincère, que dans un immeuble de grande hauteur comme celui-ci, pour le moment, on ne peut pas faire plus. D'accord. Mais ça, vous allez m'expliquer pourquoi et pour quelle raison exactement. Alors, le bois, on en parlait, il est là. C'est l'ossature, c'est pratiquement le squelette de cette tour. En réalité, l'immeuble, même s'il est très technique, ça reste une ossature en bois faite de poteaux-poutres, avec des bois, peut-être Paul en parlera plus en détail, mais des bois qui ont des origines et des provenances très spécifiques en fonction de leur usage. Bien sûr. Et même les planchers, qu'aujourd'hui paraissent des planchers béton, en réalité sont des planchers mixtes bois-béton, avec à l'intérieur du bois recyclé, en fait, qui du coup fait Quand vous partie parlez de ce chemin des global. essences de bois, il y a combien d'ailleurs d'essences de bois différentes qui ont été nécessaires à la construction de cette tour? Déjà, la principale, ou en tout cas ce qui fait vraiment l'innovation, on va dire même mondiale, c'est ces poteaux en hêtre. En hêtre. Donc là, on voit bien d'ailleurs un peu au niveau de la couleur, on n'a pas les mêmes Bien entre sûr. les poteaux et les poutres. Les Bien poutres sûr. sont donc en épicéa et les poteaux sont en hêtre. Ce qui était intéressant au niveau du hêtre, c'est que c'est un bois qui met longtemps à pousser. Des poteaux comme ça, les arbres en forêt sont coupés après 70-80 ans. Donc ça fait qu'ils ont en compression, c'est quelque chose qui va permettre de vraiment porter de la masse et donc notamment ces planchers et permettre de bien monter en hauteur. Et on m'a dit que pour acheminer le bois, finalement, c'était en grande partie la Seine, c'est ça? Il est arrivé de là-bas, il est arrivé de C'est vrai. Normandie, exclusivement de Normandie, en tout cas pour les poteaux en hêtre. Et donc on a eu près de 2000 poteaux qui ont été livrés par la Seine. Alors j'avais lu parmi les essences, il y a le hêtre, exactement. Vous me parliez de l'épicéa il y a Épicéa. quelques instants, Douglas Et également. on a Ça du Douglas. n'arrivait pas de Normandie, ça. Non, le Non. Douglas, on était Massif Central, Morvan. Une des spécificités aussi sur cet immeuble au-delà du hêtre, c'est que même sur le résineux, on a voulu avoir la marque Bois de France. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui démontre aussi la montée en puissance de la filière avec de la qualité. Et la qualité, c'est les circuits courts, d'avoir du bois qui vient de 300-400 km du chantier maximum. Quand on dit aujourd'hui, on est sur une première mondiale, Oui. c'est quoi? C'est la volonté d'être le premier à le faire ou c'est au contraire de se dire, je vais répondre véritablement à une attente économique, sociétale, environnementale? Ça a été quoi la préoccupation première, je dirais? Il y avait la volonté d'avoir une vitrine, un symbole, un peu un totem de la filière bois et un vrai leadership de l'exemple. On l'a évoqué depuis de nombreuses années déjà, quand on parlait de construction de maisons individuelles en bois, on disait que c'était de l'économie verte aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était un chantier propre. Est-ce qu'on est dans la même configuration lorsqu'on est sur un volume aussi important que celui-ci? Et si on prend un exemple concret, quand on a regardé le bilan carbone de l'acheminement fluvial, on peut se dire c'est super, on va vers une logistique complètement décarbonée. Mais la réalité, c'est que les bateaux qui étaient utilisés, il y en a une partie qui sont encore au diesel. Mais si demain on se dit on fait tous les chantiers parisiens ou franciliens comme ça, on va aller vers des bateaux qui seront plus électriques et là on arrivera à vraiment réduire de façon drastique l'empreinte carbone de la logistique. Je vous réinterroge sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir qu'on ne peut pas être sur une construction 100% bois. Il y a des raisons diverses et variées pour cela, des contraintes aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans du 100% bois? Aujourd'hui, on ne peut pas être en 100% bois parce qu'il y a des contraintes qui sont liées à l'acoustique, à l'incendie, qui ne sont pas encore réglées dans des coûts qui paraissent abordables. Aujourd'hui, est-ce que la question écologique n'est pas une question de chercher l'équilibre, le bon équilibre au bon endroit? On a évoqué le fait que vous étiez les premiers et pour autant, vous avez déjà des labels. On peut les citer peut-être et dire à quoi ils correspondent? La marque Bois de France et aussi PEFC, gestion durable forestière. Donc c'est des choses, c'est un label qu'on a quasiment créé avec PEFC grâce à cet immeuble en disant on le connaît dans la papeterie, on le connaît dans d'autres, le mobilier. Les gens disent on connaît d'ailleurs le logo PEFC, pourquoi pas dans la maîtrise d'ouvrage et la promotion immobilière. On va se projeter un petit peu dans le futur.
On est début 2024, ça y est, c'est terminé. Bon, alors c'est nettement mieux isolé en ce qui concerne l'isolation acoustique, ça c'est une certitude. Mais il y a un vrai bonheur à vivre là-dedans. Est-ce que ça a été facile à vendre, très rapidement? Est-ce qu'il y a une vraie sensibilité aujourd'hui du consommateur sur une maison où le bois est un peu plus présent? Alors, ce qui est intéressant sur cet immeuble, c'est qu'au final, on a travaillé avec un investisseur institutionnel qui a pris en compte la dimension écologique en se disant c'est un investissement vertueux. On a des études qui montrent aussi que les gens, quand ils vivent dans des logements comme celui-ci, sont engagés. C'est-à-dire que quand ils ont acheté, ils ont dit je fais aussi cet achat parce que c'est un investissement et un achat écologique. Et ils transforment leur vie au quotidien. Parce que nous, ce qu'on a constaté, c'est quand on change de logement, on change forcément de vie. C'est une question de mentalité qui vont évoluer. Bravo pour ce que vous êtes en train de faire en tout cas. Et merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps parce qu'on est dans la dernière ligne droite. Début 24, c'est demain. Va falloir me finir tout ça, Umberto. On va essayer. Merci à vous. Vous serez invité pour la fête Merci beaucoup. de l'inauguration. Merci. Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 qui se tiendront à Paris se sont fixés un objectif en matière de construction, faire des Jeux exemplaires en termes de bilan carbone. Pour y arriver, l'utilisation du bois est apparue comme la solution. Nous sommes allés visiter le chantier du village olympique et nous découvrirons également la plus grosse charpente en bois du monde, celle du centre aquatique olympique. En face du Stade de France se dresse spectaculaire le centre aquatique olympique. À l'été 2024, les meilleurs athlètes de la planète s'y disputeront des médailles. Et pour accueillir les exploits sportifs à venir, il fallait un bâtiment exceptionnel, en bois, selon la volonté de Paris 2024. Une prouesse architecturale qui fait voguer dans le ciel francilien cette charpente aux dimensions hors du commun. Plus de 90 mètres de poutres qui paraissent en suspension. Emmanuel Deline était aux commandes des opérations pour l'ensemble de la structure bois. Cette structure bois a été réalisée en lamellé-collé et représente un volume de 2300 m3. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente le volume d'une piscine olympique de 2 mètres de profondeur, remplie de bois. Il y avait quand même une volonté de la métropole du Grand Paris d'avoir du bois sur cette opération. Nous avons travaillé au maximum pour mettre le bois français où il fallait. Donc sur cette opération, nous avons plus de 30% de bois français. Ce bois, c'est du pin et de l'épicéa issus de forêts gérées durablement et transformées en innombrables poutres de lamellé-collé. Mais fournir le bois en temps et en heure n'était qu'un des nombreux défis à relever sur ce chantier. Ça représente quand même 60 personnes à temps plein pendant 1 an. Donc c'est quand même colossal. On a eu des défis géométriques, puisque vous avez des poutres. Ces poutres font 21 cm, c'est la largeur d'une feuille A4 sur une longueur de 90 mètres et un demi-mètre de haut. Et donc ça se comporte comme une spaghetti. Donc il a fallu qu'on anticipe les déplacements et la géométrie de cet élément. 273 pièces toutes uniques à assembler à la grue comme un gigantesque puzzle où le moindre écart peut avoir des conséquences. Si vous prenez votre stylo, il fait environ 10 cm. Si vous avez un tout petit déplacement angulaire, en haut, vous allez vous retrouver avec quelques millimètres. Sur 90 mètres de haut, vous allez vous retrouver avec plusieurs mètres. C'est pour ça que la précision est extrêmement importante sur ce type d'opération lorsque vous travaillez sur des grandes longueurs. L'autre défi technique, c'est que sur cette opération, vous faites travailler plusieurs matériaux en même temps. Le béton, le bois, l'acier et le verre. En raison de toutes ces contraintes, l'utilisation du bois n'était pas forcément une évidence au départ. Généralement, pour ce type de bâtiment, lorsque vous avez des grandes portées, ici en l'occurrence 90 mètres, on va plus se tourner vers le métal. Désormais, on a réussi à montrer que le bois pouvait remplir la fonction. Avec cet ouvrage, la filière bois a répondu présent et a démontré qu'elle savait répondre à des ouvrages exceptionnels dans un temps record. À quelques kilomètres de là, sur l'île Saint-Denis, un autre chantier extraordinaire, celui du futur village olympique et paralympique des athlètes. La société de Thomas Charmasson, spécialiste de la construction bois depuis 5 générations, a en charge plusieurs ensembles immobiliers sur le site. Le bois y joue un rôle essentiel. Nous avions un engagement de minimum de 30% de provenance de forêts françaises et nous avons dépassé les 2/3 sur cette opération. Donc c'est des forêts qui viennent de massifs soit alpins, soit du massif central, soit du Jura, soit des Vosges.
les arbres qui ont donc été utilisés pour faire des bardages, pour faire des murs bois, pour faire les revêtements, ont donc capté du carbone tout au long de leur croissance. Le fait de les utiliser aujourd'hui permet de conserver ce carbone. On n'utilise que des essences, ce qu'on appelle des résineux, c'est-à-dire des conifères. Ils sont donc sous certification PEFC ou FSC. Donc ces certifications, l'engagement, c'est qu'à chaque arbre qui est coupé, un nouvel arbre est replanté. Donc on est vraiment dans un cycle avec une volonté de renouvellement permanent et donc de gestion durable de nos forêts. On trouve selon les usages 3 essences, le pin, l'épicéa et le mélèze qui font varier l'esthétique des bâtiments. C'est un matériau qui est vivant et qui donc va évoluer, notamment avec les UV, et va donc se patiner, se griser, et il faut donc lui apporter une finition pour lui permettre un meilleur vieillissement. Un village en bois ne veut pas dire un ensemble de chalets ou de cabanes. Dans ces constructions adaptées à la vie moderne, une grande partie du bois utilisé est cachée dans la structure des bâtiments. Dissection avec Guillaume Tondu. Ce mur, il est donc composé d'un cadre complet en bois. Et entre les espaces de montants verticaux, on va avoir évidemment un isolant pour isoler correctement le bâtiment. Et en extérieur, on va retrouver le panneau bois en OSB. Après, on trouve le revêtement extérieur, donc bardage bois, sur la façade. Si le bois prédomine, c'est en grande partie grâce à un pacte dit biosourcé conclu entre les différents acteurs du bois et dont l'objectif est de massifier en Île-de-France l'usage de ce matériau pour construire de manière plus durable. Le village olympique est une vitrine, mais bien entendu, ce pacte va permettre, avec les plus gros opérateurs français, de construire en bois des bâtiments, des écoles, des bâtiments tertiaires, des bâtiments collectifs, des immeubles, dans l'intégralité du Grand Paris et donc dans toute la région administrative de l'Île-de-France. Après les Jeux aura lieu la phase héritage qui permettra dès 2025 de transformer le village olympique en un quartier moderne sur l'île Saint-Denis. Paris 2024, ça a donc été un accélérateur pour réhabiliter l'intégralité de ce quartier et permettre aussi au département de la Seine-Saint-Denis de pouvoir bénéficier de logements modernes et de pouvoir profiter d'un habitat durable de qualité. On avait donc cette équation à mettre en œuvre et donc ça a été en même temps un plaisir mais aussi un défi de concevoir ces bâtiments pour un premier et un second usage. Je vous emmène maintenant à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. Nous sommes en plein cœur de la forêt de Versailles et rien que le nom est une invitation au voyage, à la poésie, au romantisme et à plein d'autres choses. Cette forêt a été classée forêt domaniale depuis 1871. Elle faisait auparavant partie du bois de la Couronne. C'est une forêt qui est très fréquentée et qui demande une gestion particulière pour qu'elle soit bien entretenue. Si vous venez vous promener ici, vous allez peut-être avoir un jour la chance de tomber sur Claire Novak. Elle est ici à l'Office national des forêts. Elle va nous expliquer justement tout ce que l'on fait comme travail. Et il y en a du boulot. Exactement. Bonjour Stéphane. Et bienvenue en forêt de Versailles. Grande forêt. On va pouvoir se faire une petite promenade. On va peut-être pas faire le tour parce que c'est combien d'hectares? C'est une forêt de 1000 hectares. Je pense qu'on aura plus d'une journée pour en faire le tour. Alors c'est une forêt particulière parce que je le disais, elle est très fréquentée. Elle est pratiquement au cœur d'un tissu urbain très très prononcé. Est-ce que ça fait aussi partie des contraintes qui font partie d'une gestion très particulière Absolument. De cette forêt? On parle de forêt périurbaine, on pourrait presque parler de forêt urbaine. Oui. En dessous de nous, le chemin de fer Paris-Chartres. De l'autre côté, la Nationale 12. Tout autour de nous, la ville. Et au milieu de cette forêt, des allées historiques, héritées de cette histoire des bois de la Couronne, avec la chasse à courre, les carrefours en étoile. Et donc cette forêt, elle est fréquentée partout. Elle contient des étangs au milieu de vallées qui lui donnent un air de petit Canada, qui est très apprécié pour les gens, pour avoir un espace de nature, pour s'évader de ce tissu urbain. Sûr. Et pour nous, forestiers, c'est enfin une forêt qui a effectivement des contraintes particulières. Déjà, des contraintes de sécurité, puisque tout ce public, nous avons la responsabilité de l'accueillir dans de bonnes conditions de sécurité. Et puis, une contrainte de préservation des paysages. Ce sont des paysages qui sont liés à l'historique du domaine de Versailles, du château de Versailles, qu'on ne peut pas modifier de façon brusque. Et donc, on doit adapter notre sylviculture en étant fin et précis. On va rentrer au cœur de cet aspect sauvage et oublier le bruit qui est par là-bas pour s'intéresser justement aux différentes essences qu'il peut y avoir dans la forêt de Versailles.
Est-ce que d'ailleurs le chêne est l'essence majoritaire que l'on retrouve dans la forêt de Versailles? Alors oui, historiquement, c'est l'essence dominante, emblématique de ces forêts d'Île-de-France. Oui. Mais il faut savoir que quand on pense châtaignier, parfois on pense au marron d'Ardèche. En Île-de-France, c'est la deuxième essence d'arbre la plus commune derrière le chêne. Et en forêt de Versailles, elle représente même la moitié des arbres qui sont présents sur ce massif. 50% chêne, 50% châtaignier? Et un accompagnement de feuillus divers, les érables, les trembles, les bouleaux, etc. Mais le châtaignier et le chêne sont vraiment le binôme qui structure cette forêt. Vous me parliez des châtaigniers, j'en ai vu quelques-uns. Ils m'ont pas l'air d'être tous en grande forme. Non, le châtaignier, au niveau national, il cumule. C'est l'essence qui est la plus menacée par tout un tas de pathogènes, d'insectes ravageurs et d'autres menaces. Ici, en Île-de-France, ce qui nous préoccupe, c'est la maladie de l'encre. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette maladie? La maladie de l'encre, elle est connue en France, elle n'est pas française, elle vient d'Asie, mais on la connaît depuis longtemps finalement. Les forestiers la connaissent depuis le 19e siècle. Au cours du 20e siècle, on a vécu avec. Elle était présente, mais elle n'était jamais problématique. Et à partir de 2015 en Île-de-France, on voit une accélération du phénomène. Et cette maladie va provoquer la mortalité, le dépérissement de surfaces énormes de châtaigniers. Alors, si je reviens sur cette date, vous me dites 2015, est-ce que ça a un rapport avec le changement climatique? Est-ce que c'est ça qui fait que le processus est en train de s'accélérer? C'est exactement ça. Ce pathogène, c'est un micro-organisme qui vit dans l'eau du sol, sous nos pieds. Il a besoin d'une certaine température pour pouvoir survivre. Oui. Au cours du XXe siècle, on avait parfois des hivers très vigoureux, avec du froid, du gel, il y a de la neige, ça faisait partie de notre paysage hivernal normal. Et ça tue le microbe. Et ça tue le microbe. À partir de 2015, il fait plus froid, on n'a plus d'hiver. Et donc, il n'y a plus de régulation de ce pathogène. Donc, il faut imaginer sous nos pieds une population de micro-organismes qui pullulent, qui prolifèrent, qui se développent. La maladie de l'encre, comment est-ce qu'on peut la détecter? C'est quoi exactement? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la maladie de l'encre? La maladie de l'encre, ce qui frappait les forestiers au 19e siècle, c'était que sur les arbres touchés, on voyait au pied de l'arbre un écoulement de liquide noir qui ressemblait à de l'encre de Chine. Très bien. D'où son nom de maladie de l'encre. Les feuilles vont se recroqueviller, elles vont tomber, les petites branches vont mourir, puis les grandes branches, puis l'arbre tout entier, avec des grandes zones sur lesquelles l'écorce va se décrocher et tomber au sol, et l'arbre va finir par s'écrouler et mourir. Et ce, sur de grandes zones. Aujourd'hui, finalement, cette maladie, elle va toucher quel pourcentage de châtaigniers implantés ici? Ce qui est très compliqué, c'est que la maladie évolue très vite. Et une forêt, normalement, c'est du temps long. Mais avec le changement climatique, il y a une accélération de processus qui fait qu'on est obligé de suivre à un pas de temps beaucoup plus court. Donc on travaille avec nos collègues de la recherche par satellite, parce que nous, avec nos petits pieds, les 1000 hectares de la forêt de Versailles, on ne peut pas les parcourir tous les jours. Donc on a besoin d'avoir cet appui de télédétection, de satellite, qui va nous aider à voir la vitesse d'expansion. Les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes, puisque avec les campagnes de télédétection en 2020 et 2022, on estime qu'il y a déjà à peu près un tiers des châtaigneraies d'Île-de-France qui sont en train de dépérir. À partir du moment où on a détecté, est-ce que l'on peut opérer pour soigner l'arbre? Est-ce que l'on peut même éventuellement faire de la prévention? Ce serait magnifique si on pouvait traiter, mais la maladie est dans l'eau du sol. Il n'y a pas de moyen de traitement. Donc la première source de prévention, c'est que les forestiers encouragent le mélange d'essences. Pour que si le châtaignier a un problème, le chêne, l'alisier, le cormier, le charme, etc. puissent prendre la suite. Très bien. Et la deuxième source de prévention, c'est la protection de nos sols. Le sol, c'est le capital de la forêt. On a bien vu, le pathogène est dans l'eau est dans le sol. Partout où l'eau va s'accumuler, on va voir le déclenchement du dépérissement. On a évoqué aussi le fait que cette forêt est très fréquentée. Alors, il y a des passages de piétons, il y a des passages de vélos, il y a des passages peut-être aussi de voitures. Est-ce que tout ça contribue finalement à rendre un sol peut-être moins perméable, faire en sorte que l'eau stagne et que la maladie se propage? Vous avez tout à fait raison. Les causes naturelles, comme la topographie, on ne peut pas agir dessus. Mais il y a aussi des causes humaines de dégradation des sols. Sur une forêt qui accueille tellement de visiteurs tous les ans, on a un effet tassement du public. Et on a, nous aussi, forestiers, une responsabilité, puisque quand un engin forestier lourd passe en forêt, si le sol est mouillé, le sol va être tassé par le passage de cet engin. D'accord. Donc le travail de prévention, c'est aussi pour nous d'intervenir avec nos engins en les faisant intervenir seulement là où ils ont le droit de rouler et surtout en travaillant sur sol sec pour ne pas avoir de sol fragile. Le chapitre que nous allons maintenant ouvrir ensemble, Claire, c'est celui des ongulés sauvages. Alors, précisons ce que sont les ongulés sauvages.
Moi, je connais quoi? Chevreuil, cerf, sanglier. Exactement, les ongulés sauvages, c'est le nom qu'on donne au grand gibier. Bon, c'est pas forcément les alliés de la forêt de Versailles. Hein. D'une manière générale, les animaux, évidemment, ils ont leur place en forêt. C'est Bien ce qui sûr. fait aussi la beauté de cet écosystème et c'est ce qui le rend vivant. Mais pour que la forêt puisse se développer de façon satisfaisante, il faut un équilibre entre la faune sauvage et la flore. Alors, quand vous parlez de cet équilibre, justement, entre cette faune diverse, variée, et puis le fait de mettre en place une pérennité pour les activités sylvicoles et agricoles, et puis surtout une rentabilité aussi, on appelle ça un équilibre Sylvo-synégétique. sylvo-synégétique. C'est très technique. Hein. Sylvo comme forêt, Ouais. synégétique comme gibier. L'équilibre D'accord. forêt-gibier. D'accord. Et ça consiste en quoi, alors? Alors ça consiste en quoi? Ça consiste à dire, on a d'un côté des animaux qui vivent dans la forêt et qui se nourrissent dans la forêt pour le chevreuil et le cerf. Et de l'autre côté, on a une forêt qui, pour se régénérer, a besoin d'avoir de jeunes plants, des semis Bien qui sûr. poussent. Bien sûr. Quand on a une surpopulation d'animaux, ils vont se battre pour la ressource alimentaire et ils vont dégrader, manger trop, finir par faire disparaître certaines essences d'arbres qui ne seront plus présentes dans la forêt. Et celles qui restent vont être fortement endommagées, ralenties dans leur croissance à cause de cette surconsommation par le gibier. Alors, il faut gérer la forêt, certes, d'un côté, il faut gérer aussi les animaux, parce que c'est ce que vous évoquez, il n'y a peut-être pas forcément à manger pour tout le monde. Il n'y a peut-être pas forcément à manger pour tout le monde. On essaye chaque année de voir comment évolue la relation entre la forêt et les animaux. Oui. Alors, pour savoir si un animal va bien, il ne va pas savoir me dire, lui, s'il va bien. On peut, par exemple, mesurer son poids. Un animal où on voit au fur et des années une population d'animaux de plus en plus maigres, malades, chétifs, ça veut dire a priori qu'on a un problème de surpopulation, parce que ces animaux se font concurrence pour avoir accès à la nourriture. Si au contraire on a des animaux qui se portent bien, qui ont un poids qui est normal, qui augmente, là on se dit, eh ben c'est bon, il n'y a plus besoin d'en prélever, parce que il y a de toute évidence suffisamment de nourriture Bien pour sûr. les animaux et pour que la forêt continue à pousser. Et une fois qu'on a analysé le comportement des animaux, j'imagine qu'on va s'intéresser au comportement de la forêt. Et là, Eh oui. on fait comment? C'est quoi les indicateurs? L'objectif, c'est d'avoir des animaux en bonne santé dans une forêt en bonne santé. Et une forêt en bonne santé, c'est quoi? C'est une forêt qui pousse. Donc on met en place un faisceau d'indicateurs. Le plus parlant peut-être, c'est l'indice de consommation. Alors indice de consommation, je ne parle pas de l'INSEE, je parle de consommation, donc abroutissement, ce que l'animal va manger dans la forêt. En forêt de Versailles, on a un réseau de 150 placettes, toujours les mêmes, qu'on mesure tous les ans au mois de mars depuis maintenant 12 ans. Et sur chaque placette, de 1 mètre sur 1 mètre, le forestier de terrain va venir regarder qu'est-ce qui pousse. Est-ce que j'ai de la ronce? Est-ce que j'ai du chêne? Est-ce que j'ai du châtaignier? Et il va regarder si ça pousse, est-ce que c'est endommagé ou pas. Et forêt de Versailles, là on peut dire qu'on a vraiment une présence du chevreuil qui est forte, puisque la tendance qui ne se dément pas, c'est que plus de 60% des jeunes semis, des plantes que vous voyez pousser en forêt de Versailles, sont mangées par le chevreuil. Dans un contexte de changement climatique, on a besoin du plus de régénération naturelle possible, du plus de diversité d'essences possible. Si déjà on commence la course avec des fers aux pieds, parce qu'on perd 70% des semis dès le début, on va avoir un problème. Et ce que vous mettez en place ici, c'est pour protéger les petits plants qui commencent à pousser, parce que Absolument. je vois que alors je ne sais pas si ce sont des chevreuils ou d'autres animaux, mais ils sont déjà venus se nourrir un peu. Hein. Et voilà, ici on est sur une parcelle qui a été plantée il y a 2 ans, suite à la maladie de l'encre. Et vous voyez partout ces gaines de plastique. Ces gaines de plastique, aujourd'hui, elles sont malheureusement indispensables pour protéger les plants qu'on met en place en forêt de Versailles. C'est une béquille sur laquelle on s'appuie pour essayer de supporter une situation qui est problématique. Parce que si on regarde à mes pieds, on voit que les arbres qui poussent naturellement, les semis naturels, ont été mangés, détruits, endommagés par le gibier. Ici, c'est le chevreuil qui fait le plus de dégâts. Donc, je peux sécuriser mes plantations, mais partout ailleurs, il va bien falloir trouver cet équilibre entre la forêt et le gibier. Merci de nous offrir un si beau poumon de verdure en pleine ville. On a entendu passer le train il y a Exactement. encore quelques instants. Et je ne peux plus maintenant rentrer dans une forêt avec le même regard que celui que j'y avais encore il y a quelques mois. Et vous y êtes pour quelque chose. Vous m'avez ouvert les yeux sur justement ce trésor qu'il faut absolument préserver. Merci beaucoup, Claire. Merci à vous. Merci. Maladie, ongulée, nous venons de le voir, les forêts sont mises à rude épreuve. Dans le Grand Est, c'est un autre pathogène qui fait beaucoup de dégâts. Le scolyte, un petit insecte dont la taille varie entre 2 et 7 mm, il creuse des galeries sous l'écorce des épicéas, les condamnant irrémédiablement. Seule solution, abattre les arbres
pour éviter la propagation. La région du Haut-Doubs dans le massif du Jura. À 800 mètres d'altitude, les vaches font de la musique et les épicéas poussent à perte de vue. Des arbres naturellement présents dans la région et dont l'homme a favorisé l'essor pour des raisons économiques. Mais depuis 2018, la forêt va mal. Ça se voit d'en haut, mais aussi d'en bas. Donc des fois, on arrive dans la parcelle de forêt et on se dit, il pleut. Et en fait, non, c'est les aiguilles qui nous tombent sur la tête. Généralement, c'est que le bois est déjà atteint et déjà presque sec. L'accumulation de ces étés chauds et secs favorise la grande contamination des arbres par le scolite typographe, qui est un insecte qui s'attaque spécifiquement à l'épicéa. Ces insectes vont venir faire des galeries à l'intérieur de l'écorce, pondre des œufs, on va en retrouver tout au long de l'arbre. Ils ont tendance à descendre. Le gros arrive et puis après ils se répartissent tout au long du bois. Donc généralement quand on le voit clairement ici à 1,30 m, le bois est plus que scolité. Le scolite typographe creuse des galeries sous l'écorce dans la partie vivante de l'arbre, le privant de sève, ce qui le tue. Mais il entraîne un autre problème. Il emmène avec lui un champignon microscopique qui vient bleuir le bois. Les scieurs savent qu'ils auront du mal à vendre un bois coloré. On pourrait penser que la lutte biologique, par exemple avec des oiseaux, les pics, qui viennent manger l'insecte à l'intérieur de l'écorce, ou d'autres insectes qui viennent manger les larves, pourrait améliorer l'état sanitaire de nos forêts. Les populations de scolites sont tellement importantes, on parle d'épidémie, qu'on n'a pas de moyens de lutte aujourd'hui. La vitesse de propagation et la vitesse de contamination des bois est telle que dans la région, je pense que les épicéas, dans 10 ans, il y en aura peut-être plus de 20% de nos forêts. Alors que maintenant, elles représentent pas loin de 80%, si c'est pas plus. Alors les bûcherons abattent sans relâche les arbres touchés. Là, vous en sortez, vous voyez le bout? Oui, on finit cette zone-là, après on retourne vers là au-dessus, là, qu'on a remarqué quelques-uns. Ouais. Les 4-5 jours, ça a tourné une vitesse, là, c'est impressionnant. Ouais, ça a vachement changé. Ça va vite, hein. Les grumes sont sortis de la forêt grâce à cette débardeuse téléguidée. Une technologie indispensable pour gagner du temps, car c'est une véritable course contre la montre qui s'engage. J'enlève un peu d'écorce. On voit ici ces fameuses galeries principales. Vous voyez les scolites. Donc c'est des adultes, mais ils sont immatures. Ils ne sont pas encore prêts à s'envoler. Mais par contre, si ces bois-là, si on ne les évacue pas dans les prochains jours, eh ben, ils vont s'envoler et venir coloniser le reste de la forêt. Pour les propriétaires des parcelles forestières, ces coupes massives de bois scolités sont source d'inquiétude. Tiens, regardez le trou de scolite là. Ouais, ça, vous voyez? Ça, c'est un trou de scolite. Bah oui. Ce que vous faites de bien ici, c'est qu'en fait, les bûcherons, les débardeurs sont là. Vous exploitez au fur et à mesure les épicéas scolités, vous les exploitez, vous les évacuez pour limiter la prolifération des insectes. Et par là même, vous limitez l'impact au reste de votre peuplement qui reste sain, quoi. Stéphanie, propriétaire de cette parcelle de 14 hectares, a pris le problème en main, mais tous ne sont pas aussi vigilants avec leur forêt. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les arbres, dans certains cas, peuvent avoir perdu jusqu'à 90% de leur valeur. Et donc ça, c'est évidemment un impact majeur sur les propriétaires. Et c'est d'autant plus compliqué que ces propriétaires, ils vont avoir de l'argent à remettre dans les forêts pour les reconstituer, soit par plantation, soit par régénération. Il y aura des travaux à envisager. C'est là que réside le cœur du problème. Il faut convaincre les propriétaires que même si le bois vaut actuellement peu cher, il en va de la santé du massif forestier national. Enrayer l'épidémie de scolite relève d'une responsabilité collective. On peut avoir des propriétaires qui s'interrogent effectivement sur l'intérêt ou non d'exploiter les bois quand ces bois n'ont plus de valeur. Et notre rôle, nous, c'est de les inciter, malgré tout, à gérer et à préparer l'avenir. Coupé rapidement, le bois scolité est pourtant sain et malgré sa coloration, il peut être utilisé normalement. Dans la vallée, à Pontarlier, ce bureau d'études spécialisé en structure bois a souhaité montrer l'exemple.
Donc ici, on est sur l'entrée de nos bureaux. Et comme vous pouvez le voir, on est dans une ambiance très bois. Là, le bois scolité, on ne le voit pas, il n'est pas visible, mais on est en plis croisés. On l'a à l'intérieur des murs, sur l'ensemble de la structure. Dans un mur ossature bois, vous avez les montants, vous avez les isolants, vous avez des parements extérieurs. 80% des bois sont non visibles, donc c'est une place extraordinaire pour le bois scolité. Mais ailleurs dans le bâtiment, Sylvain a aussi fait le choix de mettre en avant ce bois bleuté que, selon lui, il faut cesser de stigmatiser. Nous, on essaie de faire passer un message à l'ensemble des maîtres d'ouvrage, des gens qui veulent construire en bois, qu'on peut utiliser ces bois scolité et qu'il faut les utiliser. Parce qu'on a un volume très important et ça permet aussi de libérer la pression sur les bois sains. Donc nous, ce qu'on défend, c'est construisons avec ce qu'on a. Dans un contexte climatique en pleine évolution, Nicolas traque les scolites sans relâche pour tenter de sauver les parcelles dont il a la charge. Mais il le sait, à terme, la forêt du massif jurassien va forcément changer d'aspect. Nous, on a vraiment à cœur de laisser la nature se refaire, donc laisser 4-5 ans et laisser monter la régénération naturelle et ensuite faire des travaux sylvicoles en venant détourer le bois d'avenir en disant voilà, celui-là je vais lui faire un peu de place pour qu'il puisse monter. Ça va être le sapin pectiné, mais aussi des feuillus en mélange. Sur certains versants du tilleul, on va vraiment retrouver les essences classiques du coin qui sont principalement l'érable sycomore et puis le hêtre commun. Donc ça va vraiment être un travail assez fin. En fait, ça va vraiment être de la petite épicerie pour refaire des peuplements sains et qui soient prospères pour les générations futures. Parmi les métiers de la forêt, le métier de bûcheron est certainement le plus connu. Élagage, abattage, plantation, les tâches sont diverses et variées. C'est un métier de passionné, mais aussi un métier à risque et parfois les tâches sont physiquement très difficiles. Mais cela devrait évoluer dans les années à venir avec l'arrivée des exosquelettes. À mi-chemin entre le travail manuel et le travail mécanisé, ces appareils devraient faciliter le quotidien des bûcherons dans leurs tâches les plus ardues. C'est ce que vont nous expliquer maintenant Pierre Dabezac. Il est fabricant d'exosquelettes et Pierre Baron qui, lui, est technicien forestier. Bonjour messieurs. Alors je ne vous cache pas que j'étais un peu embarrassé parce que je me dis il y a deux Pierre, comment je vais pouvoir les différencier? C'est marqué dessus. Bonjour Pierre. Bonjour. L'homme de la forêt. Oui. Depuis 15 ans? C'est ça. Comment est-ce que je vous présente? Vous êtes quoi? Technicien forestier, entrepreneur forestier? Oui, c'est quoi entrepreneur en travaux de sylviculture reboisement. D'accord. Et gestionnaire forestier. La double compétence. Et Pierre, qui lui est fabricant d'exosquelettes. Voilà, c'est ça, depuis 10 ans. C'est pas ça, c'est ce qu'il y a juste à côté, depuis 10 ans. Alors, précisez-moi, c'est quoi un exosquelette exactement, si on pouvait donner une définition? Un exosquelette, c'est une structure mécanique qui double notre endosquelette humain et lui confère des capacités qu'il n'a pas ou plus. L'exosquelette aujourd'hui, c'est un moyen de s'assister dans les gestes qu'on faisait auparavant, en souffrant moins et en ne dépensant pas finalement le capital santé qu'on a et qui s'épuise à mesure qu'on fait des travaux physiques comme Pierre. On vient vous voir dans un premier temps en vous disant on va vous faciliter la tâche, on va vous faciliter votre quotidien, on va fabriquer une machine. Mais on va d'abord vous observer et de voir quels sont peut-être les muscles ou les tensions qui sont les vôtres au quotidien. C'est quoi? C'est essentiellement les bras, les jambes, peut-être même la nuque. J'ai entendu dire que parfois la nuque était soumise à rude épreuve. Ouais, énormément, enfin plus de 70-80% les membres supérieurs. Donc c'est vrai que selon les tâches, oui, surtout trapèze, beaucoup le cou sur des efforts en élagage, etc. Et puis sur des appareils comme le croissant mécanique, c'est beaucoup les avant-bras et là les pectoraux. Ça, c'est quoi exactement? C'est l'outil qu'on utilise. Au début, on passe avec des débroussailleuses à main, enfin à guidon. Et après, une fois que c'est beaucoup trop haut et que c'est à ce stade-là, c'est l'outil qu'on utilise pour dégager les plantations, les régénérations naturelles, c'est-à-dire mettre à espacement et choisir les essences qu'on veut faire pousser dans nos forêts. Vous pouvez faire en sorte que 25 kilos ne représentent plus que 400 grammes à mobiliser devant l'opérateur. Donc il y a un vrai changement. Ah, on sent vraiment la différence alors. C'est ça. Et la manière dont ça fonctionne aussi, c'est d'aller emmener les efforts là où le corps est capable de les recevoir, c'est-à-dire essentiellement grâce à ces coussins sur la crête iliaque, sur l'os du bassin, et par ailleurs tout en haut au niveau du dos, sur ce qu'on appelle l'épine scapulaire. 4 ans de collaboration, c'est ça, pour arriver finalement à mettre au point cet appareil? Ouais, ça a commencé en 2018.
Donc, comme disait Pierre, c'était un projet multipartenaire commandité par le ministère de l'Agriculture. Là, ça s'appelait Innovation et investissement pour l'amont forestier. Voilà. J'ai forcément été volontaire pour être cobaye. Voilà. On dit cobaye ou volontaire sain comme dans les tests ça, un peu. dans le milieu médical? Non, là on était volontaire sain. Volontaire sain. Voilà. Et donc à chaque fois, on vous met en place cet appareil qui, j'imagine, a énormément évolué. En 4 ans, entre le premier prototype que vous avez effectué et celui-ci, il y a eu combien de modèles différents? Alors l'avantage d'un projet comme celui-là, c'est qu'on a eu le temps. On avait 4 ans, mais néanmoins, en 4 ans, on a eu le temps de repenser finalement le harnais de zéro, voir comment faire les choses au mieux, repenser l'architecture du bras, tester plein de choses. On a fait 6 prototypes. Un appareil comme ça pèse combien? 4,2 kg. Quand on vous met ça sur le dos, vous rigolez maintenant? Oui, c'est sûr que non, c'est pas le poids de l'appareil qui nous contraint. Et alors on fait quoi? On vous met des capteurs un peu partout pour savoir justement comment les muscles réagissent, de quelle façon ils sont sollicités, à quel moment ça vous soulage. C'est tout ça qui est calculé? Donc là, c'est l'Institut technologique du bois qui nous a aidés là-dessus avec des électromyogrammes, des capteurs aussi GPS pour aller voir comment l'opérateur se déplace dans les parcelles. Et une étude était sortie à la fin de ce projet et qui disait que sur une tâche notée 7 sur 10 est ramenée à 3 ou 4, c'est-à-dire facile ou modérément facile, grâce à l'exosquelette. Donc on voit que c'est pas zéro. On voit que c'est pas zéro, c'est pas 1. Ça reste physique, mais c'est nettement moins blessant et sollicitant au niveau musculo-squelettique. Alors, partons d'ailleurs un peu plus loin. Sans machisme aucun, les métiers que vous pratiquez étaient en grande partie essentiellement réservés à la jante masculine. Est-ce que ça a féminisé un petit peu les métiers de la forêt? Alors les chiffres en forêt commencent à donner un petit peu évoquent une petite tendance vers ce sens-là, mais néanmoins, les métiers de la forêt, c'est les moins féminisés en agriculture. La filière bois, c'est à peu près 10%, paysage, c'est à peu près 12%, alors qu'ailleurs, on est déjà entre 35 et 40%. C'est quand même un beau métier. Ah oui. Est-ce que ça peut le rendre plus attractif, votre métier? Oui, on espère. On espère, ça ne sera pas ça qui va tout changer, mais évidemment que ça y contribue fortement. Et l'attractivité, c'est aussi un peu un brin de modernité, un brin de petites choses qui pourraient faire en sorte que ça devienne plus attractif. Mais j'imagine que de votre côté, Pierre, vous avez pensé à mettre en place des formations, que ce soit directement pour les professionnels sur le terrain ou peut-être même dans les écoles? Ça demande de la formation, ça demande aussi de l'entraînement. On galère un peu, tu t'en souviens sûrement au tout début, viennent 2 semaines où on s'entraîne avec l'appareil, où la nouveauté est passée. Et au bout d'un mois, typiquement, on est opérationnel. Dans le cadre du projet, des écoles ont été approchées pour aller vraiment dans le nid, là où les futurs opérateurs forestiers sont formés, pour déjà leur donner le savoir-faire en termes d'usage d'exosquelettes avec des outils forestiers. Merci d'être venu au secours de passionnés comme Pierre pour leur permettre d'exercer leur métier dans les meilleures conditions. Merci à vous deux. Merci. Merci. Alors que les prix de l'électricité et du gaz s'envolent, le bois, première énergie renouvelable en France, devrait voir son usage accru au cours des prochaines années. Peu énergivore lors de sa transformation, il est déjà utilisé dans des chaufferies collectives pour remplacer des chaudières au gaz ou au fioul. À 1 heure de Paris, en Picardie, pousse la forêt domaniale de Retz. On y trouve beaucoup de hêtres et aussi un peu de chênes. Dans cette parcelle, la plupart des arbres ont atteint leur maturité et vont quitter la forêt pour être transformés en meubles, charpentes ou planchers. C'est ce que l'on appelle le bois d'œuvre, qui par son usage est un champion en matière de décarbonation. Ce bois qui grandit séquestre chaque année du carbone en grossissant grâce à la photosynthèse. Donc on va avoir une accumulation et un piégeage du CO2. Et tout l'intérêt de gérer la forêt et de l'exploiter, c'est que ce carbone qui est piégé au fur et à mesure dans le bois, on le séquestre durablement dans le temps si on l'utilise, notamment en construction. Mais tout n'est pas exploitable pour le bois d'œuvre. Ce qui est trop maigre, trop noueux ou pourri n'entre pas dans ce circuit. Il faut l'évacuer pour laisser pousser les jeunes arbres. On a par exemple ici un beau semis de chêne. On a un semis de hêtre et ensuite le forestier va devoir venir travailler notamment au profit du chêne qui vient là. Donc on va l'aider pour qu'il puisse reconstituer et préparer la forêt de demain. Entretenir une forêt, cela coûte de l'argent. Et ça tombe bien, cet argent, on le trouve en partie dans la valorisation des déchets forestiers.
Et pour financer en fait cet investissement dans la forêt, ce sont les produits de la récolte des bois notamment qui permettent de financer l'entretien global de la forêt. Les sous-produits de la sylviculture vont ainsi être transformés en plaquettes forestières de chauffage. Et ça se passe directement dans la forêt grâce à un broyeur. C'est une grosse machine dans laquelle on va passer les bouts de bois et ils vont être coupés en tout petits morceaux de la taille d'une boîte d'allumettes grâce à tout un système de couteaux. Et grâce à ces couteaux et à ce système de broyage, on va pouvoir donc broyer les bois et les mettre directement dans un camion, ce qu'on appelle un fond mouvant, qui va pouvoir ensuite être livré directement en chaufferie. L'un des avantages d'aller chercher de l'énergie en forêt, c'est la vitesse de son renouvellement. La forêt française produit naturellement chaque année environ 90 millions de mètres cubes de bois. C'est colossal. Actuellement, seule une petite quantité est dédiée au bois énergie. Ce bois est en majorité exploité par la filière énergie de l'Office national des forêts. Le bois énergie au sens plaquette forestière représente entre 3 et 4 millions de mètres cubes. Donc c'est une petite partie du bois qui est prélevé en forêt chaque année. Ces chiffres encore modestes permettent une grande marge de progression pour l'avenir. En raison du coût peu élevé de la matière première, la filière bois-énergie est d'ailleurs en pleine expansion. Le gaz est monté à plus de 300 € le mégawattheure à l'automne 2022, quand le bois, lui, est passé à peu près à 25 € le mégawattheure. Et compte tenu de ce différentiel de prix et du fait aussi que c'est une ressource locale qu'on maîtrise et on ne dépend pas de ressources et de contexte géopolitique extérieur, c'est un argument qui fait que les industriels et beaucoup de collectivités se sont intéressés au bois pour faire des réseaux de chaleur collectifs ou pour faire des chaufferies industrielles pour les process industriels dont ils avaient besoin. Pour la fédération qui regroupe les entreprises en charge des réseaux de chaleur sur le territoire, le bois énergie est une solution d'avenir. Quand on parle énergie en France et particulièrement énergie renouvelable, on pense à de l'électricité. Pourtant, l'électricité, ça n'est que 26% de l'énergie que nous consommons, alors que la moitié de l'énergie consommée sert à produire de la chaleur. Et cette chaleur est produite à près des 2/3 par des énergies carbonées. Donc pour nous, développer des réseaux de chaleur, c'est la possibilité d'amener des solutions de décarbonation de cette chaleur avec un mix énergétique qui met en œuvre des énergies locales, décarbonées ou renouvelables, comme c'est le cas du bois énergie. À la chaufferie de Gennevilliers, un camion rempli de 25 tonnes de plaquettes forestières vient d'arriver. Une fois la livraison terminée, il faut mesurer le taux d'humidité du produit. Après ça, on va pouvoir savoir la quantité d'eau qu'on a dans la biomasse, puisque ce qui nous intéresse, nous, c'est un bois sec qu'on puisse envoyer dans la chaufferie. Si jamais le bois dépasse 50% d'humidité, c'est moins bon pour les machines puisqu'elles ont des conditions de fonctionnement particulières. On peut néanmoins les faire fonctionner, c'est juste que d'un point de vue technique, il va falloir faire des ajustements. C'est des chaudières françaises de 8 MW de puissance. Et c'est là-dedans qu'on va venir valoriser l'énergie renouvelable que représente la biomasse avec la combustion qui va générer de la chaleur et qu'on va envoyer ensuite sur le réseau de chaleur de la ville de Gennevilliers. On chauffe environ 12 000 équivalents logements dans cette ville, ce qui représente environ 40% de la population. La flamme brûle 24 heures sur 24 tous les jours de l'année. À l'intérieur du foyer, la température avoisine les 1000 degrés. Ce sont les fumées issues de la combustion des plaquettes qui transportent la chaleur vers le réseau. Cette fumée générée, elle va alimenter un circuit d'eau. Et c'est cette eau chaude qui va être envoyée sur le réseau de chaleur à une température entre 90 et 100 degrés et qui va subvenir aux besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire. De nombreuses autres villes et villages proches de massifs forestiers ont aussi choisi le bois énergie, première énergie renouvelable de France. Pour les différents acteurs de la filière, c'est une voie à suivre à bien des égards. Il y a de nombreuses retombées positives dans le bois énergie. Ça emploie beaucoup de gens. Ça permet aussi de créer de l'activité pour des entreprises de travaux forestiers, pour des entreprises de transport. Le bois que nous utilisons dans nos chaufferies vient de moins de 100 km. Toute cette valeur ajoutée locale elle se substitue à des énergies fossiles carbonées qui sont importées. Et donc nous contribuons aussi à travers le bois énergie à réintroduire de la valeur ajoutée locale et quelque part à l'indépendance énergétique du territoire.
Nous voici arrivés au terme de cette émission au cœur des forêts franciliennes. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour découvrir d'autres massifs forestiers à la rencontre de celles et ceux qui gèrent, qui entretiennent la forêt d'aujourd'hui et qui préparent surtout la forêt de demain. Merci, au revoir. C'était Notre forêt demain avec France Bois Forêt. Ensemble pour une forêt durable et du bois responsable.